Mesdames et messieurs, merci de choisir Canal Congo Télévision pour vous informer et bienvenue à cette grande édition du journal. Tout d'abord, cette nouvelle à la 10e rue Lumété. La police a usé des coups de gaz lacrymogènes pour empêcher une réunion des secrétaires nationaux de l'UDPS. Cependant, malgré cette résistance, les secrétaires nationaux du parti au pouvoir ont rendu public leur déclaration politique en désavouant à leur tour Jean-Marc Kabound à Kabound. C'est dans ses fonctions du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ainsi réitèrent-ils leur soutien au président de la République Félix Tshisekedi. Entre-temps, le secrétaire général de l'UDPS a convoqué une réunion des crises pour ce samedi 22 janvier 2022 au siège du parti. Le numéro D de l'UDPS va donc fixer les cadres du parti sur la position officielle de cette formation politique au sujet de la tempête née de suite de l'annonce de la démission de Jean-Marc Kabound au bureau de l'Assemblée nationale et les différentes déclarations des désaveux. Nous y reviendrons. Et puis lors d'une audience offerte par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia Apwanga, le jeudi 20 juin 2022, à son cabinet de travail au Palais du Peuple, l'ambassadrice des bonnes œuvres de la province du Lualaba, Noéla Samoa, est venue solliciter l'implication du Parlement congolais pour accompagner les projets culturels et de développement entre la République démocratique du Congo et Salvador, État de l'Amérique centrale. Reportage. L'ambassadrice de bonnes œuvres de la province du Lualaba, Noéla Samoa, est venue solliciter l'implication du Parlement congolais pour accompagner les projets culturels et de développement entre la République démocratique du Congo et le Salvador, État de l'Amérique centrale. Je suis venue ici voir le président de l'Assemblée nationale à propos des projets culturels entre la RDC et le Salvador en Amérique centrale. Il y a des projets de promotion de notre culture qui va apporter des développements et ça s'est déjà fait dans le passé. Alors on devrait quand même parler, discuter, voir ce qui s'est fait dans le passé et qu'est-ce qui peut se faire à présent pour le bien de notre population, pour la promotion de notre culture et la promotion des différents axes de développement. Là, je suis l'ambassadrice de bonnes œuvres de la province du Lualaba. On a fait la ville de Kolwezi a eu à faire un jumelage avec la ville de Panchimalco à El Salvador. Et déjà, il y a cette collaboration en tant qu'entité décentralisée, la ville de Kolwezi, avec cette jumelage d'une ville de l'Amérique centrale. Alors, on cherche maintenant à promouvoir encore plus, apporter encore, de ramener le projet au niveau, à la dimension nationale et aussi créer d'autres opportunités avec d'autres villes, les rapprocher encore avec les opportunités qu'offre l'Amérique centrale. Le ministère de l'Environnement et Développement durable s'imprègne du travail de recyclage de déchets plastiques de l'ONG ECC Bâtir. Une délégation de membres des cabinets de la vice-primature de l'environnement, chapeautée par le Durkaba héritier Mpiana, a visité les locaux de cette usine qui leur a permis d'avoir une idée de tous les processus auxquels sont soumis les déchets plastiques. Autre détail dans ces reportages de Doudou Motiré. Une équipe de la vice-primature de l'environnement et développement durable, composée du directeur de cabinet adjoint Héritier Mpiana et du conseiller en matière d'assainissement Jules Ngondili, de la chargée d'études Annie Bolele, a visité l'usine de recyclage des déchets plastiques et de leur transformation en pavé. Installée dans la concession de l'église du Christ au Congo, cette usine de recyclage est située sous l'avenue de la Justice dans la commune de la Gombe. Une visite de l'équipe de la vice-primature de l'environnement fait suite au passage de l'ONG ECC Bâtir au cabinet de la vice-première ministre où elle avait présenté son projet de recyclage des déchets.
Accueilli à son arrivée par la directrice AI de l'ONG SCC Bati, Mpunga Nkanga Lucie Thérèse, la délégation de la vice-primature de l'environnement a visité les locaux de cette usine qui a permis d'avoir une idée de tout le processus auquel sont soumis les déchets plastiques, de la collecte au coulage de la matière première, un mélange de déchets plastiques et le sable granuleux en passant par le tri des 10 déchets. Le projet de l'ONG SCC Bâtir a été mis en œuvre en novembre 2019 avec un financement de 600 000 livres pour 3 ans. Sur place, le Dirkabam Piana, représentant la vice-première ministre F. Bazaïba, a eu des explications sur le fonctionnement de cette usine de fabrication et transformation des déchets plastiques. À en croire SCC Bâtir, cette usine produit 576 pavés journalières. Ces derniers sont fabriqués sous différentes formes, étoilés, diabolo, hexagonal, carreau, etc. et vendus à 15 $ américains le mètre carré. Ces produits fabriqués par cette usine dans le cadre de ce projet ont déjà permis de réaliser plusieurs projets, dont l'asphalte en pavé dans les écoles. L'une de ces écoles bénéficiaires de ces produits a été visitée par l'équipe de la vice-primature qui a palpé du doigt le travail de terrain de ce projet exclusivement congolais. Il est possible aujourd'hui de faire en sorte que notre environnement soit propre, tout en utilisant ce que nous considérons comme bouteilles plastiques que les autres négligent. Il est possible aujourd'hui de transformer ces bouteilles en matière première pour que nous puissions asphalter nos avenues, construire même des maisons. C'est fort possible et nous avons vu aujourd'hui l'exemple de ces compatriotes qui ont un projet tellement incroyable. Nous avons été saisis par les concernés eux-mêmes. Étant donné que son Excellence, Madame la Vice-Première ministre de l'Environnement et du Développement durable et le gouvernement dans son entièreté donnent une importance capitale aujourd'hui à la transformation des déchets, nous avons été saisis par ces compatriotes, comme quoi ils sont aujourd'hui en train de procéder à la transformation des bouteilles plastiques, des sachets pour avoir des pavés. Et ces pavés sont utilisés pour la construction des maisons, c'est également utilisé pour l'asphaltage de l'avenue, telle que l'avenue sur laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Ce n'est pas du tout extraordinaire, mais c'est vraiment incapable. Je me dis, avec ça, si on y met seulement de la volonté et qu'il y a un accompagnement sérieux, il y a possibilité de faire mieux. Le président interfédéral du MLC Kinshasa a réuni autour de lui jeudi les membres du comité exécutif interfédéral ainsi que le président fédéraux. Il était question d'évaluer l'année 2021 et de faire des projections à venir, nous dit Georges Lubengue dans cet élément. C'est lui qui veut aller loin, ménage sa monture, dit-on. C'est à cet exercice que le président interfédéral du MLC Ville de Kinshasa a réuni autour de lui les membres du comité exécutif interfédéral ainsi que le président fédéraux. Objectif, évaluer l'année 2021 et faire des projections à venir pour des corrections en 2022. Le sénateur Valentin Guiringo d'insister sur la discipline au sein du parti, mais surtout la visibilité. Pour faire face au Covid-19, le président interfédéral MLC Ville de Kinshasa d'appeler tous les membres du parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo de se faire vacciner pour atteindre une immunité collective.
Les Congolais lambda a fait une lecture négative sur l'impact des contacts diplomatiques effectués par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aussi son passage à la tête de l'Union africaine. Approché Joseph Nkoy, analyste politique et spécialiste des questions diplomatiques, qui voit plus l'impact positif d'indiquer que la gestion du pays est à volets international et national. Il a été interrogé par Gisèle Olivier Toko. La gestion du pays a deux volets, international et national. Il y a une politique étrangère et nationale. Ces propos sont de l'analyste politique et spécialiste de questions diplomatiques Joseph Nkoy face à ceux qui voient des résultats négatifs dans tous les contacts diplomatiques effectués par le chef de l'État. Pour lui, l'action diplomatique du chef de l'État est assez forte. La vie nationale est plus encadrée par la vie internationale et le président Tshisekedi, avec toute son équipe qui travaille avec lui dans le cadre de la diplomatie, se sont investis, et même si pour le moment, pour certains, les résultats paraissent négatifs, mais nous, qui sommes techniciens, nous savons que les résultats sont positifs et nous allons les vivre cela à coup sûr. Le président Tshisekedi a fait ses 12 mois à la tête de l'Union africaine. Il est passé de là et actuellement il est à la CAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et on peut dire déjà, lorsqu'il a fait son discours d'ouverture, il a commencé par déplorer les taux élevés du chômage. Et je pense, avec le constat qu'il a déjà fait, il y a des actions qui seront menées dans ce sens et nous allons vivre le résultat au moment opportun. Bon, j'ai toujours dit, la diplomatie est comme les champs de café. Lorsque vous voulez cultiver les cafés, vous devez prendre du temps. Les cafés, quand vous voulez que ça produise, les cafés ne produisent pas dans 2 semaines, 3 mois, 6 mois. Les cafés prennent du temps. Et c'est comme ça aussi avec la diplomatie. La diplomatie, elle prend du temps. On peut poser des actions aujourd'hui et récolter des résultats. Dans 6 mois, dans une année, dans 3 ans, dans 5 ans, on peut voir l'impact des actions diplomatiques du président Tshisekedi peut-être quand il ne sera plus président de la République. Donc je comprends les citoyens lambda, nous qui sommes techniciens, nous comprenons aussi de notre manière et je pense qu'ils vont comprendre demain après-demain que l'action diplomatique du président de la République était assez forte et voilà. Rendons-nous à présent dans la province de la Tchouapa où les notables haussent les tons. Ils dénoncent la mégestion du gouverneur qui empêche le développement de ces coins du pays. Suivez plutôt Richard Lokata, il est notable de la Tchouapa. Il est ici au micro de Nancy Laetitia Ileka. La province de la Tchouapa risque d'être raillée de la carte géographique du Congo si on ne fait pas attention. Voilà le sens du cri d'alarme des ressortissants de cette province qui s'insurgent contre la mégestion du gouverneur des provinces qui n'arrive pas à redresser cette province qui se meurt à petit feu. Richard Lokota, un des notables de la Tchouapa. Bon, le message, c'est pour nous plaindre par rapport à la gestion du gouverneur des provinces de la Tchouapa. La Tchouapa se meurt, tout le monde le regarde, tout le monde devient amorphe, impuissant, personne ne peut rien faire pour le moment. Nous voulons que Tchouapa ressuscite. Le gouverneur l'a tué, mais il n'est pas encore, elle a tué Tchouapa, mais la Tchouapa n'est pas encore morte, elle agonise. Et nous sommes venus
avec le message de faire en sorte que la Twapa se redresse. On ne voit aucun investissement. Depuis que le gouverneur Bongo est là, il y a aujourd'hui 5 ans, il n'a rien fait du tout. Aucune réalisation. Comment voulez-vous, madame, que la province se développe si personne qui investit dans la province? Et le premier investisseur qui donnerait l'exemple devrait être l'État. L'État à travers la province. Et qui dit la province, c'est le gouverneur de province qui gère cette province. Il dit souvent à qui veut l'entendre que le gouvernement central n'envoie rien pour l'investissement de la Twapa. Est-ce vrai ça? Est-ce vrai? Et quand nous rentrons à l'intérieur de la province elle-même, l'argent généré par les recettes fiscales provinciales va où? Cet argent va où? Prend quelle destination? Voilà. Et de l'autre côté, quand on voudrait que le gouverneur Bongo parte, il y a quelques fils de la Twapa qui, de connivence avec le président, avec l'Assemblée provinciale. Il n'est pas du tout facile de circuler sur les routes de Kinshasa, la capitale. C'est le cas de la chaussée d'Ekimwenza, précisément sur l'axe qui relie le carrefour Maître Taureau à Yoloezo. Cette route faiblit sous les eaux à moindre pluie. Conducteurs et piétons ont du mal à s'émouvoir. La rue se transforme en rivière artificielle. Regardez. Le croisement des avenues Kimwenza et Kapela offre une image d'une ville sans autorité et pourtant les terrasses, bistrots, restaurants de fortune qui pullulent dans les parages sont chaque jour sommés de payer certaines taxes exigées par l'autorité urbaine à travers les agents communaux. C'est depuis plus d'une année que l'avenue Kimwenza dérange fortement ses usagers, spécialement le transporteur en commun. La chaussée parsemée de plusieurs fentes, à moindre pluie, cette route faiblit sous les eaux. Conducteurs et même le piéton ont du mal à s'émouvoir lorsqu'il pleut. La rue se transforme en rivière artificielle. Et pour protéger leurs véhicules d'éventuelles pannes, la plupart des taximens optent pour les demi-terrains, limitant la course à l'asphaltage des Kimwenza, juste devant le lac artificiel créé par les eaux de pluie. Au lieu d'embarquer les passagers à destination de Yoloezo, ils évitent ainsi les multiples trous et bien entendu les embouteillages qui s'en suivent. Une situation qui rend difficile le transport en commun. Aussi, l'inquiétude demeure sur certains projets, notamment Kinshasa, Zéro Trou et Tshilé-Gelou. Cette situation catastrophique de route de la capitale en général devrait en principe interpeller l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Quittons Kimwenza dans la commune de Kalamo pour la commune de Kisenso où la route Savane séparant les quartiers Bikanga et Kisenso-Gare se trouve dans un état de délabrement très avancé. Les véhicules sont inaccessibles, les parcelles inondées. Regardez. Voilà l'état dans lequel se trouve la route Savane séparant le quartier Bikanga et Kisenso-Gare, dont la commune de Kisenso. Un délabrement très avancé. Le pont Tomamba jeté sur cette rivière est inexistant et comme conséquence, les inondations des parcelles de riverains. Véritable calvaire, ces lieux étant inaccessibles aux véhicules. Le souhait des habitants est que le projet d'entretien de route du gouvernement passe aussi dans ce coin de la capitale.
Dans un tout autre chapitre, les questions relatives à la mort par noyade, empoisonnement ou par incendie, comment la biologie médicale pourra aider la justice à identifier les éléments dignes de foi, pourra éclairer les différents dossiers. Maître Clément Angodé, il est expert en droit forensique, explique. La biologie, c'est une branche. Ça fait partie des sciences humaines, donc c'est une branche importante aussi, mais maintenant il y a une biologie qui est appliquée à la justice, c'est ça qu'on appelle la biologie médico-légale. Donc c'est-à-dire que aujourd'hui vous savez que la technologie a évolué et maintenant on applique aussi d'autres sciences pour aider la justice ou aider les juges à dire les tout droits. Comme dans des cas de noyade, on doit savoir si la personne est morte noyée ou noyé mort. Donc, vous savez, il y a des fois, on peut tuer quelqu'un, on le jette dans l'eau pour normalement embrouiller les enquêteurs, ou bien on peut faire noyer quelqu'un dans une autre piscine, ou bien dans une autre eau, on va encore la jeter dans une autre piscine, ou bien dans une autre eau. C'est à ce moment-là, quand les médecins légistes ouvrent le corps, nous allons voir d'abord si la présence de l'eau. Si la présence de l'eau, ça nous dit déjà que c'est une vraie noyade. Deuxièmement, nous allons prélever cette eau-là et on va comparer avec l'eau, là où on a trouvé le corps, donc à la scène des crimes. Si l'eau, là où on a trouvé la personne à la scène des crimes, cette eau-là est identique avec l'eau qu'on a trouvée dans le corps de la personne, là on dit que la personne était bel et bien noyée là. Là c'est dans les premiers cas par exemple de noyade. Vous voyez, dans des cas par exemple de l'empoisonnement, nous devons savoir, donc la biologie nous aide à dater les poisons. On doit d'abord dire que la personne est bel et bien empoisonné ou bien donc c'est vraiment du poison. Deuxièmement, on doit savoir si le poison, la date de combien de temps, parce qu'aujourd'hui il y a des problèmes. Quand vous allez chez quelqu'un, vous mangez, quand vous retournez chez toi, quand tu commences à vomir, après quand tu meurs, les gens disent que non, tu étais empoisonné chez telle personne. On peut arrêter la personne et l'envoyer en prison bêtement. Or, la biologie nous aide à travers les cheveux pour dire ce qu'on appelle les délais d'exposition de la toxicité. Donc, c'est-à-dire que les cheveux poussent 1 cm chaque mois. À partir du cheveu, normalement, on peut dire que les poisons datent, par exemple, de 3 mois, de 6 mois, d'une année ou 2 ans. Donc, les cheveux peuvent nous donner les renseignements sur la datation du poison. Et à part ça aussi, dans des cas aussi de la paternité ou de la maternité. Vous savez, aujourd'hui, il y a des papas qui nient la paternité aussi de leurs enfants. Et à ce moment-là, on doit faire appel à la biologie pour appliquer les ADN. Donc, la génétique qui va venir pour appliquer de l'ADN. Revenons sur cet insolite, un accident en contre-nature. Le chauffeur d'un véhicule Jeep a fini sa course sur le pied du saut des moutons de Mandela sur le boulevard du 30 juin. La poutre du saut des moutons a troué, les moteurs est ressorti au coffre. Le conducteur s'en est sorti miraculeusement. Retour sur cet accident. Qui pourrait y croire? Cet homme au volant de cette Jeep finit sa course sur le saut de mouton du rond-point Mandela sur le boulevard du 30 juin. Et la poutre du saut de mouton, face à cette pression, a trouvé le moteur pour ressortir de l'autre côté du coffre sans toucher les chauffeurs. Il s'en est sorti miraculeusement. Si toi-même là, sur la bordure, faites-le asseoir.
Voilà, sur cette note que nous mettons un terme, mesdames et messieurs, à cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi.